Le 12 août 2025, une ligne classifiée brise le silence du Sahel. 70% de l'or du Burkina Faso sont exigés, opposant le paiement immédiat de la dette à une souveraineté économique fragile dont les conséquences dépassent largement les frontières nationales. Que signifie cette décision pour vous lorsque Ibrahim Traoré doit choisir si chaque gramme d'or protège l'avenir collectif ou retarde une crise plus profonde? En quelques heures, un équilibre régional peut basculer. Ce récit promet une chose claire: comprendre ce qui se joue réellement derrière un ultimatum chiffré, sans slogan ni raccourci. Il s'agit d'examiner comment une décision présentée comme technique engage en réalité des choix politiques, économiques et sociaux durables. En filigrane, la question centrale oppose la survie financière immédiate à la capacité d'un État à reprendre la maîtrise de ses ressources stratégiques. L'enjeu dépasse le simple cadre budgétaire. Accepter la cession d'une part majeure de l'or signifie stabiliser à court terme les relations avec les créanciers, mais au prix d'une dépendance prolongée. Refuser, au contraire, expose à des tensions économiques rapides, tout en ouvrant la possibilité d'un rééquilibrage plus profond. Ce dilemme place Ibrahim Traoré au cœur d'un arbitrage où chaque option comporte des coûts visibles et d'autres, moins immédiats, mais structurants. Pour le Burkina Faso, la décision engage la crédibilité de l'État, la confiance des acteurs économiques et les attentes d'une population lassée des promesses différées. Pour la région, elle sert de signal. Ce qui est en jeu en 10 mots: stabilité maintenant, autonomie plus tard ou l'inverse. Un détail change pourtant la lecture. Ce choix n'est pas irréversible. En moins de 24 heures, trois chiffres redessinent le cadre: 70% de l'or exigé, une production annuelle proche de 85 tonnes et une contraction économique potentielle estimée à plus de 3%. Ces données, brutes et partielles, suffisent pourtant à éclairer la portée réelle de la décision d'Ibrahim Traoré. La mini-révélation tient en une idée simple: l'ultimatum n'est pas seulement financier, il est structurel. Derrière la demande chiffrée se cache une logique ancienne où les ressources stratégiques servent de garantie permanente à une dette qui se renouvelle plus vite qu'elle ne se résorbe. Dans ce schéma, l'or n'est pas un levier de développement, mais un collatéral silencieux. Le refus envisagé rompt ce mécanisme, au moins temporairement. Pour comprendre ce moment, il faut revenir au contexte. Le Burkina Faso est depuis des décennies un producteur aurifère important, mais une part significative de la valeur créée échappe au territoire national. Les contrats miniers passés, souvent déséquilibrés, ont favorisé des acteurs extérieurs, laissant à l'État des marges de manœuvre limitées. Ces dernières années, des audits, des révisions contractuelles et un renforcement du contrôle public ont amorcé un changement prudent, encore fragile. C'est dans ce cadre que l'ultimatum arrive. Il intervient alors que le pays tente de capter davantage de revenus, de sécuriser ses sites miniers et de rediriger une partie des bénéfices vers les communautés locales. La pression extérieure menace donc un processus inachevé. Ibrahim Traoré se retrouve face à une alternative asymétrique: céder et préserver un équilibre connu, ou refuser et tester la solidité d'un modèle en construction. La population, elle, perçoit surtout l'incertitude. Les rumeurs circulent, les attentes s'accumulent et la décision est interprétée comme un signal sur la capacité réelle de l'État à tenir tête aux contraintes extérieures. À ce stade, une question reste ouverte. Ce pari peut-il tenir sans fissurer l'économie avant d'en refonder les bases? Autour de la décision se dessinent des figures qui traduisent ces effets concrets. Dans les couloirs du pouvoir, des conseillers militaires et économiques évaluent des risques immédiats, chacun avec une lecture différente du même chiffre.
L'un parle de sécurité et de contrôle des sites stratégiques, l'autre d'équilibre budgétaire et de liquidité à préserver. Ces voix ne s'opposent pas frontalement, elles révèlent des priorités concurrentes. Sur le terrain, l'impact apparaît plus tôt qu'attendu. À Ouagadougou, des commerçants constatent des tensions sur certains produits importés, tandis que des filières locales gagnent en visibilité. Dans les zones minières, les équipes de sécurité renforcent leur présence, signal clair d'un changement de posture de l'État. Ce sont des gestes limités, mais ils modifient déjà les anticipations des acteurs économiques. Ibrahim Traoré n'est pas seul à porter ce choix, mais il en devient le point de convergence. Sa position cristallise des attentes contradictoires: maintenir l'ordre et rassurer tout en assumant une rupture partielle avec des pratiques anciennes. Les entreprises locales observent avec prudence, cherchant à comprendre si ce durcissement annonce une restructuration durable ou une phase transitoire de tension. Un microcas illustre ce moment. Une société minière régionale, récemment passée sous supervision accrue, suspend temporairement ses exportations pour réévaluer ses contrats. Ce ralentissement crée de l'inquiétude à court terme, mais alimente aussi l'idée que la valeur produite pourrait à terme rester davantage sur le territoire. L'effet n'est pas encore mesurable, mais il est perceptible. Ainsi, avant même toute annonce officielle définitive, la décision commence à produire ses premiers signaux. Une conclusion provisoire s'impose en 10 mots. L'impact précède souvent la décision elle-même. Avant l'ultimatum, le cadre était stable en apparence. Les flux d'or sortaient nus régulièrement du pays, les accords miniers fonctionnaient selon des équilibres connus, et les relations avec les créanciers suivaient un rythme prévisible. Puis, en quelques heures, la séquence s'est enclenchée. Le message classifié, reçu le 12 août 2025, impose un délai court et des conditions strictes, transformant une négociation latente en confrontation ouverte. L'activation est immédiate. Dès l'aube, des réunions de crise se tiennent au sommet de l'État. Les ministères de la Défense et des Finances croisent leurs analyses, évaluant les conséquences d'une acceptation rapide contre celle d'un refus assumé. Les mots employés sont mesurés, mais l'urgence domine. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit plus d'anticiper, mais de réagir dans un temps compressé. Le point culminant intervient lorsque les premières mesures opérationnelles sont lancées. Les sites miniers stratégiques sont placés sous surveillance renforcée, les canaux de communication non sécurisés sont limités et certaines autorisations accordées à des opérateurs étrangers sont suspendues. Ces décisions, techniques en apparence, envoient un signal clair. Le pays se prépare à défendre le contrôle de ses ressources. Dans le même temps, des contacts diplomatiques s'intensifient, cherchant à tester la détermination des autorités burkinabées. Les répliques ne tardent pas. Sur les marchés, les analystes réévaluent le risque associé au Burkina Faso, tandis que des partenaires économiques adoptent une posture d'attente. À l'intérieur du pays, l'information circule rapidement, parfois de manière fragmentée. Une image, celle d'un site minier arborant le drapeau national après une reprise de contrôle, devient emblématique. Elle cristallise l'idée d'un choix déjà engagé, même si la décision finale n'est pas encore formalisée. Dans cette phase, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un initiateur que comme un catalyseur. Les événements s'enchaînent sous la pression de contraintes accumulées depuis des années. Chaque action appelle une réponse, chaque réponse réduit la marge de manœuvre suivante. Le processus ressemble à une cascade contrôlée, où l'inaction aurait produit autant d'effets que l'action elle-même. À mesure que la journée avance, la crise change de nature. Ce qui relevait d'un différend financier devient une épreuve de crédibilité politique et de souveraineté. Les partenaires étrangers observent, les pays voisins prennent note
et la population mesure que la situation dépasse un simple ajustement technique. La séquence désormais lancée ne peut plus être stoppée sans coup. En résumé, cette chaîne d'événements montre une chose essentielle. Entre l'ultimatum et ses conséquences, il n'y a pas de pause. La décision d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans un mouvement déjà en cours, où chaque minute compte et où le statu quo cesse d'être une option viable. Le premier indicateur sert de point de départ. Avant la crise, les investissements directs étrangers dans le secteur minier suivaient une trajectoire relativement stable. Après l'annonce des premières mesures, les données préliminaires signalent une baisse proche de 20% sur certains projets, en particulier ceux portés par des acteurs occidentaux. Cette variation ne traduit pas un effondrement immédiat, mais un gel des décisions, typique des phases d'incertitude. Autrement dit, le flux ralentit avant de se rediriger. Le deuxième chiffre concerne la production aurifère. Malgré les perturbations logistiques et sécuritaires, les estimations pour 2025 restent proches de 85 tonnes. Le écart est limité. Ce maintien suggère que les capacités d'extraction n'ont pas été structurellement affectées à court terme. Pour l'État, cela signifie que le levier productif demeure intact même si sa gouvernance évolue. Cette continuité réduit le risque d'un choc brutal sur les recettes immédiates. Le troisième indicateur touche à la croissance. Les projections évoquent un ralentissement potentiel d'environ 3,2% sur l'année suivante si la ligne de fermeté se prolonge. Ce chiffre, souvent cité, mérite une lecture prudente. Il agrège des effets de court terme, notamment sur les secteurs dépendant des importations, et ne préjuge pas des ajustements ultérieurs. En clair, la contraction annoncée reflète un coût de transition plutôt qu'un horizon figé. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un schéma précis. Le niveau de référence montre une économie dépendante de flux extérieurs. L'écart observé révèle une réallocation progressive, non une disparition totale. Ibrahim Traoré se trouve ainsi face à une équation où la perte immédiate est mesurable, tandis que le gain potentiel reste conditionnel et différé. Les données ne valident ni un optimisme automatique ni un pessimisme absolu. Un élément souvent négligé complète cette lecture. Une partie des investissements suspendus pourrait être compensée par des partenariats régionaux ou extra-occidentaux, mais sur des calendriers plus longs. Ce décalage temporel crée une tension financière passagère sans invalider la logique stratégique poursuivie. Les chiffres ne tranchent pas le débat, ils en fixent les termes. En résumé, les preuves quantitatives indiquent trois choses simples. Premièrement, le choc initial est réel mais contenu. Deuxièmement, la capacité productive reste largement préservée. Troisièmement, le coût économique immédiat correspond à une phase de transition, non à une rupture irréversible. La question centrale demeure donc ouverte. Combien de temps cette transition peut-elle durer sans fragiliser la cohésion interne? Deux lectures solides s'affrontent, chacune appuyée sur des raisonnements cohérents. La première, défendue par les pragmatiques, part d'un principe simple. La souveraineté n'a de valeur que si elle peut être financée. Selon eux, refuser l'ultimatum fragilise un pays enclavé, dépendant de chaînes logistiques extérieures et de capitaux étrangers. La baisse des investissements, même temporaires, risque d'amplifier les tensions budgétaires, d'alimenter l'inflation et de réduire la capacité de l'État à fournir des services essentiels. Dans cette optique, accepter des concessions apparaît comme un mal nécessaire pour préserver la stabilité sociale. Le second camp, celui des partisans de la rupture, raisonne à partir d'un horizon plus long. Ils estiment que céder aujourd'hui revient à prolonger un cycle de dépendance qui s'auto-entretient. Chaque concession sur les ressources naturelles réduit la marge de manœuvre future et reporte indéfiniment la possibilité d'un modèle autonome. Pour eux,
La perte économique immédiate est un coup d'entrée. Elle ouvre la voie à une restructuration où la valeur créée par l'or peut progressivement financer des priorités nationales plutôt que des obligations extérieures. Ces deux positions partagent un point commun. Elles reconnaissent l'existence de coûts réels. La divergence porte sur leur temporalité et leur réversibilité. Les pragmatiques redoutent des dommages rapides et visibles. Les partisans de la rupture misent sur une capacité d'adaptation et sur des alliances alternatives encore incertaines. Une troisième lecture tente de dépasser cette opposition. Elle considère la décision comme une expérience contrôlée. Ni soumission automatique, ni autarcie proclamée, mais un test des limites. Dans cette perspective, le choix associé à Ibrahim Traoré n'est pas une fin en soi, mais un levier pour renégocier les termes de la relation économique. Le risque est assumé, mais il est si borné par la conservation des capacités productives et par des ajustements graduels. Ainsi, le débat ne se résume pas à avoir raison ou tort. Il s'agit de déterminer quel type de coût un pays est prêt à supporter et pendant combien de temps pour modifier une trajectoire héritée. Jusqu'à ce stade, la décision apparaissait comme un affrontement binaire entre créanciers et souveraineté. Le point médian révèle autre chose. Le refus n'est pas seulement défensif, il est structurant. En sécurisant les sites miniers et en gelant certains flux, l'État ne cherche pas uniquement à bloquer une sortie de ressources, mais à redessiner les règles de contrôle et de redistribution. Cette bascule modifie la lecture régionale. Ce qui semblait être une posture isolée devient un signal. Les pays voisins observent la capacité du Burkina Faso à maintenir sa ligne sans effondrement immédiat. Des discussions informelles s'esquissent, portant sur des mécanismes de coopération et de soutien mutuel. Le geste prend une dimension collective, même si elle reste implicite. Ibrahim Traoré se retrouve alors au centre d'un déplacement stratégique. La question n'est plus seulement de savoir s'il cédera ou non, mais si ce choix peut servir de référence. À ce moment précis, la décision cesse d'être uniquement nationale. Elle commence à influencer les anticipations au-delà des frontières. Le point de bascule révèle donc une réalité clé. La pression extérieure n'a pas figé l'action. Elle a accéléré une reconfiguration déjà latente. Le coût immédiat demeure, mais il s'accompagne désormais d'un effet d'entraînement potentiel. La suite dépendra de la capacité à transformer ce signal politique en arrangement économique concret, sans perdre le contrôle du tempo. Les effets de la décision se matérialisent différemment selon les acteurs concernés. Pour l'État d'abord, la conséquence la plus immédiate est une contrainte budgétaire accrue. La baisse temporaire de certains flux financiers limite la marge de manœuvre à court terme tout en renforçant le contrôle sur les ressources stratégiques. Ce recentrage impose des arbitrages plus stricts, mais il consolide aussi la crédibilité d'une ligne assumée. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État accepte une pression immédiate en échange d'un levier politique renforcé. Pour les entreprises, l'impact est contrasté. Les opérateurs étrangers adoptent une posture d'attente, retardant certains investissements et réévaluant leurs risques. Cette prudence crée des frictions, notamment dans les chaînes d'approvisionnement. À l'inverse, des entreprises locales et régionales perçoivent une fenêtre d'opportunité. Le renforcement du contrôle public et la révision des contrats modifient les règles du jeu. À court terme, l'adaptation est coûteuse. À moyen terme, la possibilité de capter une part plus importante de la valeur produite devient tangible. Du côté des citoyens, les conséquences sont plus diffuses mais immédiatement perceptibles. Dans les centres urbains, la hausse des prix de certains produits importés alimente l'inquiétude. Les ménages ajustent leurs habitudes, se tournant davantage vers des biens locaux.
Dans les zones rurales, l'impact est moins direct, mais l'attente est forte. La décision est interprétée comme un test, celui de la capacité de l'État à transformer un discours de souveraineté en amélioration concrète du quotidien. L'adhésion dépendra des résultats visibles, pas des intentions affichées. Enfin, au niveau régional, la portée dépasse largement le Burkina Faso. Les pays voisins suivent attentivement l'évolution de la situation. Le refus de céder est analysé comme un précédent possible. Sans imitation immédiate, il influence les discussions et les calculs stratégiques. La perspective d'une coordination accrue autour des ressources naturelles gagne en crédibilité. Cette dynamique reste fragile, mais elle modifie déjà les anticipations diplomatiques et économiques. Pris ensemble, ces quatre niveaux montrent que la décision n'a pas d'effet uniforme. Elle redistribue les coûts et les opportunités, crée des tensions à court terme et des options à plus long terme. Le véritable enjeu réside dans l'alignement de ces trajectoires. Si les sacrifices immédiats ne se traduisent pas à terme par des gains perceptibles, la cohésion interne sera mise à l'épreuve. La question centrale devient alors simple. Combien de temps chaque groupe acceptera-t-il d'attendre avant d'exiger des résultats concrets? Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, chacune conditionnée par des choix internes et des réactions extérieures. Le premier scénario, dit de base, repose sur une continuité maîtrisée. Le Burkina Faso maintient sa ligne sans escalade majeure. Les tensions économiques persistent mais restent contenues. La croissance ralentit, l'inflation progresse modérément et les investissements se redéploient lentement vers des partenaires régionaux. Si ce cadre tient, l'État conserve le contrôle de ses ressources tout en évitant une rupture brutale. Ce scénario suppose une gestion rigoureuse et une communication constante pour préserver la confiance. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement régional. La décision initiale agit comme catalyseur. Des mécanismes de coopération émergent, facilitant le financement et la sécurisation des échanges. Les ressources minières sont mieux valorisées localement et une part accrue des revenus est réinjectée dans l'économie nationale. Dans cette configuration, le choix associé à Ibrahim Traoré devient une référence. La transition reste exigeante, mais les gains commencent à compenser les coûts initiaux. Ce scénario dépend toutefois d'alliances solides et d'une coordination effective encore incertaine. Le scénario le plus défavorable anticipe un durcissement des pressions extérieures. Les restrictions financières s'intensifient, les partenariats se raréfient et l'économie subit un choc plus marqué. La contraction s'accentue, les tensions sociales augmentent et l'État doit mobiliser des ressources politiques importantes pour maintenir la cohésion. Même dans ce cas, la trajectoire n'est pas figée. Des ajustements internes et des soutiens alternatifs peuvent amortir le choc, mais au prix d'efforts prolongés. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils soulignent une réalité centrale. L'avenir dépendra moins de la décision initiale que de la capacité à en gérer les effets. La recommandation essentielle tient en une idée: penser en séquence, accepter les coûts intermédiaires et mesurer les progrès autrement que par des indicateurs immédiats. C'est dans cette gestion du temps que se jouera l'issue réelle de la crise. Pour ceux qui observent cette situation de loin, la décision peut sembler abstraite. Pourtant, ses effets se traduisent par des choix quotidiens concrets. Pour les ménages urbains, la hausse de certains prix importés impose des arbitrages immédiats. Acheter différemment, retarder des dépenses, privilégier des produits locaux devient une réponse pragmatique à une contrainte nouvelle. Ces ajustements, modestes individuellement, dessinent collectivement une adaptation silencieuse. Pour les jeunes et les étudiants, l'enjeu se situe ailleurs. La décision interroge les perspectives d'emploi, de formation et de mobilité.
Une économie plus tournée vers ses ressources internes peut créer des opportunités, mais seulement si les compétences le suivent. À court terme, l'incertitude domine. À moyen terme, la capacité à investir dans l'éducation et l'apprentissage devient déterminante. Le choix politique se transforme alors en pari générationnel. Du côté des entrepreneurs locaux, la période est ambivalente. Les risques augmentent, mais les barrières évoluent. L'accès à certains marchés se complique, tandis que d'autres s'ouvrent. Comprendre cette transition, c'est accepter que la stabilité apparente d'hier cède la place à une phase d'expérimentation. Ceux qui s'adaptent comme tôt peuvent tirer parti d'un cadre en recomposition. Enfin, pour les citoyens plus largement, la question centrale reste celle de la confiance. Le discours de souveraineté n'a de sens que s'il se traduit par des améliorations tangibles, même progressives. Sans résultat visible, l'adhésion s'érode. Avec des signaux clairs, même partiels, elle se consolide. Cette séquence rappelle une réalité simple. Les grandes décisions macroéconomiques prennent corps dans des gestes ordinaires. C'est à ce niveau que se joue, jour après jour, l'acceptation ou le rejet d'une trajectoire collective. Transformer une décision politique en trajectoire viable exige une méthode claire. La première étape consiste à consolider la gouvernance des ressources minières. Cela implique de maintenir la sécurisation des sites, de renforcer les audits et d'assurer une transparence minimale sur les flux financiers. Sans ce socle, aucun gain de souveraineté ne peut être crédible ni durable. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette phase vise à stabiliser le contrôle avant toute expansion. La deuxième étape concerne la gestion du court terme. Il s'agit d'amortir les chocs économiques les plus visibles, notamment sur les produits essentiels. Des mécanismes ciblés, temporaires et mesurables peuvent limiter l'impact sur les ménages les plus exposés. L'objectif n'est pas d'annuler le coût de la transition, mais d'en répartir la charge de manière supportable. La troisième étape porte sur la diversification des partenariats. Réduire la dépendance ne signifie pas rompre tout lien. Il s'agit plutôt de rééquilibrer les relations en élargissant les coopérations régionales et extra-régionales. Ces partenariats doivent être évalués selon un critère simple, leur capacité à préserver la valeur créée localement. La quatrième étape touche au capital humain. Investir dans la formation technique, la gestion et la transformation locale des ressources conditionne la réussite du projet. Sans compétences d'OPC adaptées, le contrôle formel des ressources reste incomplet. Enfin, la cinquième étape relève du pilotage politique. Fixer des indicateurs clairs, communiquer régulièrement et ajuster la trajectoire en fonction des résultats permet de maintenir la confiance. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, mais elle transforme une décision isolée en processus gouvernable. C'est à cette condition que le choix associé à Ibrahim Traoré peut dépasser le symbole et produire des effets durables. L'image revient comme un fil conducteur. Un site minier sécurisé, un drapeau hissé, et l'idée que quelque chose a basculé sans retour immédiat en arrière. Ce symbole n'efface ni les tensions ni les sacrifices, mais il condense un moment où une décision abstraite s'est incarnée. Pour beaucoup, c'est là que le choix a cessé d'être théorique. Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un décideur face à un ultimatum, mais comme le point de cristallisation d'une attente collective. L'attente que les ressources cessent d'être un simple gage financier et deviennent un levier de transformation. Cette projection est lourde. Elle porte autant d'espoir que de pression, car elle ne tolère pas l'immobilisme. Le rappel du motif initial est clair. Entre l'or et la dette, il n'y avait pas de solution neutre. Chaque option engageait une trajectoire. Ce qui distingue ce moment, ce n'est pas l'absence de risque, mais l'acceptation consciente de celui-ci. En ce sens, la décision marque une rupture psychologique avant même de produire des résultats peu mesurables. Une phrase s'impose, brève et sans emphase.
Le coût est immédiat, le sens se construit dans la durée. C'est sur cette tension que repose désormais l'avenir du Burkina Faso et la manière dont cette histoire sera jugée. Cette histoire ne se referme pas avec une décision, ni même avec ses premières conséquences. Elle se prolonge dans la manière dont elle est comprise, discutée et appropriée. Le choix posé par Ibrahim Traoré agit comme un miroir. Il interroge la relation entre ressources et autonomie, entre contraintes immédiates et ambitions de long terme. Il invite à dépasser les réactions réflexes pour examiner les mécanismes en profondeur. Pour le public, l'enjeu n'est pas de trancher à distance, mais de réfléchir aux conditions qui rendent une souveraineté économiquement viable. Quels compromis y sont acceptables et lesquels enferment durablement? Comment mesurer un progrès lorsque les bénéfices ne sont pas immédiats? Ces questions dépassent le cas du Burkina Faso et résonnent dans de nombreux contextes où les ressources naturelles structurent les rapports de pouvoir. La discussion reste ouverte. Elle gagne à être nourrie par des points de vue divers, des analyses contradictoires et une attention aux faits plutôt qu'aux slogans. Si ce récit vous a apporté des éléments de compréhension, prolongez-le par l'échange. Partagez vos lectures, confrontez vos interprétations, interrogez les trajectoires possibles.